Et bonjour à toutes et à tous. Je suis Carlos Cardozo, fondateur et président d'Happyline. Je suis ravi de vous accueillir pour cette sixième édition du baromètre Lean. Sixième, on avait démarré ça donc en effet en 2000, juste après le Covid, pour voir comment les tendances du Lean étaient en place après cette crise. Et du coup, nous avons maintenu ce rituel de pouvoir tous les ans faire un point sur les pratiques du Lean en France. Donc, je vais aller vite sur les résultats parce qu'on a la chance en effet d'avoir deux invités pour pouvoir venir les commenter avec nous. Alors, Oscar est déjà là. Karine va se connecter, j'espère, très rapidement. On avait bien tout préparé, donc on va l'attendre. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est déjà, Oscar, puisque tu es avec nous, si tu veux te présenter, et puis ensuite, ça fera venir Karine, on démarrera la restitution. Bien sûr, merci Carlos. Donc Oscar Torres, je travaille chez Thales, je suis en charge de l'industrie de la business unit qui s'appelle cybersécurité et identité digitale. Donc en quelques mots, ce que nous faisons, c'est que nous fabriquons des cartes de crédit, des cartes SIM, des passeports, des cartes d'identité partout dans le monde. Voilà, et je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Alors, donc Karine va arriver, du moins j'espère. Donc Karine est auteure de plusieurs ouvrages sur le Lean. Et elle était, il y a encore quelques mois, ex-executive VP sur la partie opération et R&D de Target. Alors, comme d'habitude, donc ce baromètre c'est une liste de personnes à qui elle a été envoyée, à laquelle ce baromètre a été envoyé. Environ 350 personnes. C'est en effet un baromètre qui est plutôt qualifié puisque c'est pas, je dirais, on l'envoie pas à n'importe qui. Ce sont des personnes qui sont vraiment en lien avec le Lean, que ce soit des directeurs excellence opérationnelle, que ce soit des DG, des directeurs d'usine, des Lean managers. Cette année, on a encore reçu une centaine de réponses qualifiées avec un certain nombre de verbatim et au total, environ 80 entreprises uniques qui ont répondu à ce baromètre. Et donc, on est aujourd'hui avec vous et on est ravis de vous accueillir pour la restitution de ce baromètre. On a fait un slide cette année pour vous donner quelques exemples d'entreprises et de secteurs qui sont représentés. Donc, on va avoir bien sûr le secteur automobile, l'aéronautique, toute la partie énergie, nucléaire, utilities, la santé, bien sûr. Pas mal d'entreprises aussi dans l'industrie, un peu plus avec la fabrication d'équipements, toute la partie manufacturing. Un peu d'agro, la partie aussi luxe, horlogerie, mode et autres. Et puis aussi une quinzaine de réponses sur la partie tertiaire avec des assureurs, des sociétés d'intérim, les postes, etc., etc. Donc voilà un peu pour les différents secteurs et quelques exemples d'entreprises. On les a pas toutes mises ici. Alors je vous propose de démarrer donc cette restitution avec un premier indicateur qui est sur ce qui s'est passé justement depuis un an au niveau de l'activité Lean. On a globalement quand même un peu plus de tension avec là où l'année dernière, il y avait 5% des entreprises qui étaient sur tout est remis en cause ou tout est arrêté, on est passé de 5 à 16. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelques tensions et pas mal d'entreprises qui se posent quand même des questions. Et puis, on a encore si on regarde le slide d'après, 43% quand même des entreprises qui ont remis en cause leur stratégie Lean, soit qui se posent, soit qui se disent que c'est un petit peu trop tôt peut-être pour le dire. En tout cas, on sent que tout ce climat externe, on va dire, et politique, crée quand même des zones de tension. Et ce qui peut peut-être engendrer auprès de quelques entreprises une certaine instabilité ou quelques remises en question qu'il peut y avoir. Alors, et Karine n'est pas là pour venir nous commenter. Je ne sais pas toi si, on est dans l'improvisation un petit peu, Oscar, mais toi au niveau Thales, est-ce que tu sens cette instabilité ou pas du tout? Alors, Thales... Nous on est plutôt pas, nous on est sur la pente ascendante. Le contexte aujourd'hui nous est plutôt favorable, peut-être un peu moins dans le domaine où je suis, mais ce que justement dans mon domaine ce qu'on fait, c'est justement se concentrer un peu sur le Lean pour être sûr qu'on délivre la performance que l'on doit délivrer. Avant, on était porté, je dirais, par l'augmentation des volumes.
Maintenant, c'est un peu moins le cas et donc du coup, il faut qu'on revienne à nos basiques. On verra ça tout à l'heure pour être sûr de donner les points débit qu'il nous faut. Merci beaucoup. Concernant les pratiques et de voir quelles sont les pratiques qui ont évolué, on a un statu quo par rapport à l'année dernière. Il y a 6 ou 7 réponses normalement. Le top 3 est parfaitement inchangé puisque on retrouve toujours en numéro 1 le pilotage renforcé de la performance, en numéro 2 l'augmentation du nombre de chantiers et l'implication plus soutenue du management en numéro 3. Donc, ce qui veut dire que en période un petit peu compliquée aussi de tension, on pilote un peu plus la performance, on pilote un peu plus les coûts, les investissements, le ROI. Mais en tout cas, ce qui est important par rapport aux pratiques 2025, c'est qu'on a quand même plus de chantiers encore. Donc, les gens continuent à travailler sur le lean et à faire de plus en plus de chantiers. Et puis, il y a une application de plus en plus forte aussi du management. Donc ça, c'est un des indicateurs. Et puis l'autre indicateur, c'est de savoir un peu quelles sont les pratiques, on va dire, qui ont évolué sur la dernière année. On a aussi là le trio de tête qui est souvent le même, c'est-à-dire maintenir les fondamentaux du lean, alors même s'il est un petit peu en baisse par rapport aux 3 années antérieures. On a aussi une petite baisse sur renforcer les compétences, mais sinon les autres chiffres sont plutôt stables. Donc cette partie fondamentaux est toujours en tête. Ah, Karine vient d'arriver. Super. Bonjour Karine. Ouais, mes excuses. Voilà, mes plus plates excuses à tout le monde. Voilà. Non, mais bienvenue. C'est très bien. C'est Oscar qui est très content surtout. Parce qu'il s'était dit qu'il allait commenter tous les slides. J'avais une grosse panne de voiture, donc du coup, j'étais complètement ailleurs. Et donc, je m'excuse auprès de tout le monde. Écoute, bienvenue en tout cas. Et peut-être que je vais juste finir ce slide et puis après, je te passe la parole pour que tu puisses te présenter aussi. Oui. Donc, sur ces enseignements-là, toujours les fondamentaux du lean, comme je le disais. Et c'est pas étonnant que quand on a comme ça des crises un peu successives, on s'appuie vraiment sur les fondamentaux et que tout ce qui est démarche un peu périphérique, démarche un peu plus complexe, peut passer au deuxième rang. Là-dessus, Oscar, et puis après, je passerai la parole à Karine. Est-ce que cette partie fondamentaux, c'est quelque chose sur lequel, chez Thales, vous êtes aussi bien en phase? Tout à fait, on est bien en phase sur ça. En fait, nous, on est une boîte d'ingénieurs. Les gens, ils ont beaucoup de connaissances, mais malgré cette connaissance, on est revenu sur le fondamentaux, notamment pour appuyer sur les routines et je dirais, la rigueur d'application, qui est quelque chose qui nous manquait pour pouvoir en fait tirer parti de tous les bénéfices du lean. Et vraiment, on est en train d'axer sur ça pour pouvoir s'améliorer. Ce que vous parlez, vous, fondamentaux, ça va être les routines, les AIC, les rituels, la résolution de problèmes, des choses comme ça. Exactement, parce qu'en fait, comme on a une population qui est fortement d'ingénieurs, je dirais, en soi, comprendre comment résoudre un problème, qu'est-ce qu'un 5 pourquoi, tout ça, en fait, je dirais, la boîte à outils, ils la connaissent, ils la maîtrisent pour la plupart d'entre eux, mais en fait, pratiquer et aller jusqu'au bout, c'est une autre affaire, et c'est pour ça que on a mis l'accent sur les routines. Très bien. Merci Oscar. Je vais revenir très rapidement en arrière, du coup, pour repasser la main à Karine, pour qu'elle puisse se présenter. Et puis, je lui reposerai la question, justement, sur un peu l'évolution du lean là, sur la dernière année, puisque je crois que tu avais des choses aussi à nous dire là-dessus. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Karine ? Oui, je vais faire rapide. Donc, Karine Dinardi. Donc, moi, j'ai alterné ma carrière dans l'opérationnel et le fonctionnel. J'ai travaillé un peu plus de 10 ans dans l'automobile. 4 ans dans l'aéronautique, donc dans différents secteurs. J'ai travaillé, j'ai quitté il n'y a pas très longtemps Target où j'étais en charge des opérations et de la R&D. Donc j'ai pu, pour revenir sur le Lean, j'ai pu m'occuper du déploiement du Lean sur aussi bien la R&D, les opérations que dans des activités commerciales, donc sur à peu près toute la chaîne de valeur, en tant que dirigeante ou en tant que fonction support qui accompagne le déploiement. Voilà. Très bien. Et tu écris aussi des livres. Et que j'écris, et donc le dernier, alors j'en ai écrit un, il y a celui que tu citais là, qui est le Lean à tout Lean Impact, c'est un peu le Lean Stop ou encore, là je l'avais écrit il y a 13 ans,
Et là, il y en a un qui vient de sortir, qui est comment on combine le lean avec le digital, mais tout en respectant les gens et la planète. Voilà, c'était un peu, pour faire simple, c'était la thématique du dernier qui vient de sortir. On va en parler tout à l'heure, on va parler de planète aussi et d'impact sur l'environnement, donc ça fera le lien. Merci beaucoup Karine. Alors juste pour revenir en effet sur ce qui s'était passé, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait, on sentait qu'il y avait quelques tensions, que les entreprises se posaient des questions. Est-ce que toi tu veux revenir un peu sur cette situation? Oui, alors sur ces chiffres-là, on va dire, ce qui est bien, c'est il y a quand même, on va dire, dans le côté positif, c'est que ces chiffres montrent quand même qu'il y a une grosse partie des entreprises qui ont continué et qui continuent à faire du lean et qui ont parmi leur stratégie en cause. Il y en a quand même, et le chiffre est quand même significatif qui la remettent en cause. Alors, je pense qu'il y a quel lean on fait et comment il est ancré. S'il est ancré dans les pratiques managériales et qui produit le résultat escompté, même quand l'entreprise, on va dire, est en crise, en règle générale, le lean, il n'est pas remis en cause d'expérience. Le lean, il est remis en cause quand il ne s'inscrit pas encore dans les pratiques managériales, mais aussi quand les dirigeants, alors soit quand les dirigeants ne se rendent pas compte des résultats ou que les résultats ne sont pas communiqués, ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas de résultats, mais que remonter d'un point de vue du dirigeant, le lean n'apporte pas ce qu'ils attendent et la remise en cause, elle peut arriver là. Donc, je pense que là-dessus, il faut que les dirigeants, en tout cas des entreprises concernées, soient au fait pratiquent le lean. Donc, ça s'inscrit dans leur démarche, y compris au plus haut niveau. Mais en même temps, il faut que les fonctions support ou les opérationnels sous le terrain on soit toujours vigilant. Et j'ai commencé sur le terrain, donc du coup, qu'on soit vigilant à bien communiquer sur qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que le lean, donner du sens, qu'est-ce que ça permet d'atteindre. C'est pas forcément que sur les coûts, mais quel impact sur de la satisfaction client, mais que si en tout cas, d'expérience, si le lean est ancré dans les pratiques managériales et qui produit du résultat, quel que soit le contexte, il y a rien qui justifie la remise en cause. Donc, d'expérience. Moi, je pense que les difficultés, elles peuvent arriver là. Ce serait mon commentaire à ce niveau-là. Très bien, merci Karine. Je rappelle en effet que dans les bénéfices du lean, parce qu'on en parle un peu souvent, dans les bénéfices du lean, on a bien sûr un impact client qui est important, puisque satisfaire le client, c'est quand même la base du lean et un des bénéfices principaux à faire du lean. Mais il y a aussi le bien-être des collaborateurs, il y a l'impact planète. Et si on s'occupe de tout ça, normalement, la performance, elle va suivre en fait, et la profitabilité. Très bien, merci. Alors, je me remets où j'étais tout à l'heure, du coup, pour vous parler d'OKR. Et dans les OKR, alors Oshin-Kanri, OKR, tout ce qui va tourner en effet autour du déploiement de politique. C'est un sujet toujours épineux. On s'aperçoit que les gens disent toujours que bien sûr c'est utile et que c'est un des piliers par rapport à la performance, mais on voit quand même que le chiffre des pratiquants, il augmente, des non-pratiquants, pardon. Et donc on voit que c'est quand même une pratique qui, même si elle est reconnue, elle est quand même compliquée à mettre en œuvre. On sait qu'elle est hyper importante et que les entreprises qui les pratiquent avec rigueur ont souvent des résultats très importants. Mais on sent que c'est quelque chose qui est pas dans l'ADN des entreprises encore et on a du mal à le déployer. Karine, est-ce que tu veux, toi qui as beaucoup fait de Oshin-Kanri, oui. comment tu vois cette non-pratique J'ai démarré ma carrière avec des entreprises qui ne le faisaient pas. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que j'ai pu passer d'un milieu où on le faisait ou on le faisait pas. Alors, pour moi, la non-pratique du Oshin-Kanri, c'est le plus grand drame du lean, mais en même temps, c'est la plus grande chance. Le Oshin-Kanri, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est quand même une démarche d'efficacité dans la définition et dans le déploiement de la stratégie. Et ça aussi répond à 3 objectifs. Ça permet d'ancrer le lean dans la stratégie. Donc, c'est quand même important que le Oshin-Kanri soit là. Ça permet d'être efficace dans le déploiement de la stratégie. Et ça plaît toujours aux dirigeants. Et le 3e sujet, c'est que ça permet d'assurer une cohérence entre les rythmes managériaux. C'est-à-dire le Oshin-Kanri va plutôt, puisqu'on est dans la stratégie, va plutôt s'intéresser à l'innovation, à la rupture, à tout ce qui touche un petit peu la préparation de demain. Mais il faut que tous ces rythmes-là soient cohérents les uns par rapport aux autres. Et quand on déploie le Oshin-Kanri, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse aussi à cette cohérence. Donc, l'expérience,
quand les entreprises s'y mettent vraiment, elles ne reviennent jamais en arrière parce que le Hoshinkanri assure tellement ce lien entre les rythmes du Lean, où on va retrouver le Daily Performance Management et l'amélioration continue, on va dire principalement, et le Problem Solving, mais on retrouve du Problem Solving évidemment dans la stratégie. Mais c'est tellement important ce déploiement que les gens ne reviennent pas en arrière. La difficulté, tu l'as souligné, Carlos, c'est de s'y mettre. Et en fait, alors moi j'ai écrit là-dessus parce que en fait j'ai commencé ma carrière avec des entreprises qui n'en faisaient pas, qui parlaient de Hoshin, mais ça n'avait rien à voir avec l'esprit du Hoshin. J'ai eu la chance d'y être confrontée quand j'étais DG et d'avoir quelqu'un qui m'a accompagnée. Et après, j'ai plus jamais quitté des entreprises qui en ont fait. Et alors, moi, je peux pas, en tant que dirigeante, je peux pas manager sans. Par contre, effectivement, et alors d'expérience, ça plaît beaucoup plus aux dirigeants quand ils commencent à mettre le nez dedans que le lean. Et juste pour une petite anecdote que je peux partager avec les gens qui sont peut-être pas encore engagés, c'est que même quand j'ai travaillé chez General Electric, qui était plutôt bon en lean, mais pas du tout en Hoshinkanri, quand on a commencé à lancer des dirigeants sur le Hoshinkanri, ça leur a plu parce que ça s'intéresse à la stratégie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par le Hoshinkanri, certains dirigeants se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils s'impliquent dans le lean, qui était l'effet positif. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah oui, super intéressé sur le Hoshinkanri, encore plus parce que le CEO du groupe, Larry Culp, était un pro Hoshinkanri, donc forcément les CEO du dessous avaient envie de faire du Hoshinkanri. Mais ce qui était vraiment positif, c'est qu'en faisant du Hoshinkanri, il y a certains dirigeants qui se sont dit, ah oui, mais je suis obligé de m'impliquer dans le lean. Donc, génial. Alors que le lean tout seul, ça les intéressait pas franchement. Donc, c'était bien pour les niveaux du dessous, mais pas pour des niveaux de CEO. Donc, vraiment, moi, j'insiste là-dessus. Il y a soit des livres, il y a quand même quelques livres qui sont bons là-dessus. Il y a évidemment des consultants pour accompagner, mais c'est une démarche. Voilà, même si on fait pas tout, parce qu'on met quand même un cycle de 3-5 ans, voilà, c'est un peu long. Mais même si on fait quelques éléments, qu'on commence à s'y mettre, on a quand même les premiers effets. Donc, ça vaut le coup de démarrer. Quel que soit le niveau, à partir du moment où, même patron d'usine, ça vaut le coup de se dire, au niveau de mon usine, qu'est-ce que je peux faire pour appliquer cette démarche-là? Moi, j'ai commencé comme ça. J'étais DG d'une petite entité. Mes dirigeants ne faisaient pas, mais moi, j'en faisais. Alors, évidemment, si tout le monde en fait, c'est encore plus puissant. Très bien. Et puis dire qu'en effet, la Hoshinkanri, c'est pas forcément une matrice en X. Il y a aussi des méthodes plus simples. On peut démarrer avec des OKR, avec quelques objectifs, quelques actions qui sont déclinées. Voilà. C'est pas, en tout cas, en effet, c'est des cycles longs, mais comme tu disais, Karine, il faut se lancer. Alors, l'OKR, juste, je suis pas une super fan parce que l'OKR, c'est quand même des gens de Google. Les gens de Google qui avaient été exposés au Hoshinkanri, qui à l'américaine ont fait des petits raccourcis. Donc, pour les gens qui savent pas ce que c'est mieux de comprendre ce que c'est que le Hoshinkanri et après de se dire, est-ce que je commence par un petit bout et de comprendre qu'ils font de l'OKR que de pas comprendre du tout ce qu'ils sont en train de faire, d'expérience, en tout cas. Très bien. Merci, Karine. Alors, à la question, y aura-t-il une autre manière de faire du lean ou de conduire le lean? Bon, là, on est sur des chiffres qui sont parfaitement identiques à ceux de l'année dernière. 60% disent que oui, il y aura une autre manière de conduire le lean. Et quand on leur demande quelques exemples, voilà, on retrouve des éléments dont on a déjà parlé, comme de revenir aux fondamentaux, même si c'est pas une nouvelle manière de conduire le lean. On entend quand même parler de plus en plus, alors ça c'est une synthèse de tous les commentaires et de toutes les idées qui ont été mises par les gens qui ont répondu au baromètre. On retrouve bien sûr l'apparition de l'IA, qu'on ne retrouvait pas il y a encore 2-3 ans dans ce baromètre, avec le fait d'utiliser le digital et l'IA comme un catalyseur, oui, et non pas comme quelque chose, une fin en soi. On va retrouver aussi des choses autour, alors je ne vais pas tous vous les citer bien sûr, mais autour de l'implication et de l'autonomie des opérateurs, avec tous ces projets d'empowerment que mènent quelques entreprises, que ce soit Michelin, Saint-Gobain et autres, qui font aussi de cette partie empowerment un élément fort pour continuer à améliorer la performance des organisations et des sites. On va retrouver des enjeux, bien sûr, sur la partie environnementale. Et puis, il y a aussi un sujet que j'aime bien, c'est le fait de passer de la planif à l'action. Et moins de discours, moins de blabla, moins de cadres théoriques, mais vraiment plus d'action, plus de choses vraiment sur le terrain. On souffre encore beaucoup trop de réunions, de plans d'action. Et on s'aperçoit que le dernier kilomètre qui est juste d'aller faire l'action sur le terrain, des fois, c'est pas fait. Donc, il faut vraiment se recentrer sur l'action aussi.
Autre question du baromètre, est-ce que vos ressources actuelles vous permettent de relever les défis du Lean de demain? Le non augmente, ça veut dire que on continue à avoir finalement des tensions, parce qu'il n'y a que 40% des entreprises qui disent que oui, j'ai les ressources qui vont bien. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même 60% qui les ont pas ou qui se posent des questions. Donc on a encore des tensions sur les compétences Lean. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations qui sont mises en place et autres, mais voilà, ces tensions existent. On recherche des lean managers, des responsables lean d'usine, des directeurs excellence opérationnelle ou des directeurs d'usine qui ont ou des directeurs d'organisation aussi, parce qu'on n'est pas que dans les usines, qui ont cette double casquette avec le lean. Et quand on regarde la question sur quelles sont les populations à accompagner en priorité, voilà, le classement est exactement identique à celui de l'année dernière. Et donc, en numéro 1, c'est toujours les managers. Et donc, ça n'a pas changé. Là-dessus, Oscar, est-ce que tu veux, sur la notion de compétence, sur le fait que ce soit les managers, un peu la priorité à accompagner, est-ce que tu Oui, as envie tout de à dire fait. là-dessus? Un petit commentaire là-dessus, enfin, ou un retour d'expérience, hein. Enfin, nous, on s'est posé pas mal de questions de comment accompagner nos managers et ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé dans l'entreprise une académie pour l'industrie, d'accord, pour pouvoir en fait donner des formations cohérentes entre elles et qui soient en ligne, je dirais, avec la voix du parti. Qu'est-ce que on veut exactement que nos managers et enfin que notre population puisse développer. Et donc ça, pour moi, c'est un élément essentiel parce que ça nous permet en fait à nous, je dirais, opération, de aller choisir les bonnes formations pour notre population. Et je dirais, en fait, chez nous, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que les managers, c'est notre priorité. Pourquoi? Enfin, si je fais le lien avec ce qu'on a dit précédemment, on n'a pas assez de ressources, d'accord? Et donc, en fait, plus que mettre des gens à faire 100% du lean, ce qu'on essaye de faire, c'est en fait mettre la culture lean dans chacun de nos managers pour que eux puissent être les catalyseurs et être bien en fait de ce qu'il faut faire pour obtenir la performance de demain. Très bien. Merci beaucoup, Oscar. Alors, si on reste sur cette partie compétences, formation, on a aussi une question, en effet, sur comment vous dispensez aujourd'hui les formations. On voit vraiment une évolution nette depuis 3 ans maintenant sur de plus en plus de présentiel. Et on est à 64% aujourd'hui d'entreprises qui disent non, je veux que du présentiel. Nous, on perçoit aussi cette demande, qui est une demande d'avoir de plus en plus de gens qui sont dans une salle, qui se reconnectent. Il y a tellement de télétravail, de connexion à distance. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Il faut couper. Ouais, merci. Il y a tellement de télétravail, comme je disais, ou de connexion, de réunions Teams et autres, que les gens ont besoin à nouveau de se reconnecter en présentiel et de passer un moment ensemble. Et donc, on voit en effet que la partie un peu distancielle baisse, même si il peut y avoir toujours une petite touche là-dessus. Karine, qu'est-ce que tu penses? C'est bien, le présentiel, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est clair. Donc, je rejoins, et surtout quand on fait des formations terrain et sur des pratiques managériales, c'est essentiel. Par contre, je suis un peu plus nuancée sur le fait que le présentiel ou le distanciel, c'est une question de moyens et ça dépend de quoi, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Dans une formation, il y a une partie théorique, une partie pratique. L'essentiel, évidemment, c'est que le présentiel, il concerne la partie pratique. De temps en temps, on peut avoir des contraintes de temps. Et alors, chez Target, on avait initié quelque chose qui a super bien marché, que je voulais partager. C'est que pour la première fois, on a fait toute la partie théorique avec avec une petite application, no slide. Donc, c'est-à-dire qu'on avait, voilà, on avait fait une définition un peu multi-channel, c'est-à-dire qu'on avait nos slides classiques qu'on utilisait en formation classique présentielle. Ces slides-là étaient disponibles pour les gens qui avaient déjà été formés, étaient disponibles. Mais en plus des slides, on proposait une petite application où les gens pouvaient, avec des petits jeux, mais des choses qui ne coûtaient pas très cher. Et en fait, il y avait toutes les formations qui étaient disponibles avec ces petits jeux, un petit peu de gaming. Et en fait, c'était non obligatoire. Et ça a super bien marché. C'est-à-dire qu'au mieux, on s'était dit au début, même les RH ne croyaient pas trop au fait que si c'était pas obligatoire ou s'il n'y avait pas une incitation. Et en fait, de mettre cette formation à disposition,
Ça a énormément, on va dire, le bouche à oreille avait bien fonctionné. On avait fait en sorte de bien soigner nos premières capsules et de faire une petite com pour que. Et en fait, toute la partie théorique, du coup, quand on avait des chantiers ou quand on avait une formation, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait aux gens d'avoir fait la capsule qui correspondait avant de venir. Mhm. Et on pouvait répondre, du coup, la partie présentielle était beaucoup plus riche. C'est-à-dire qu'au mieux de venir et de passer des slides sur une partie théorique, de temps en temps, on en a besoin pour expliquer le concept, etc., et ce qu'on va faire. Ben là, toute la partie un peu théorique, elle avait été vue par les gens C'était avant, déjà fait, ouais. qui venaient avec des questions, qui venaient avec un avis, et donc, du coup, une partie présentielle plus riche. Donc, et ça répond Très bien. aussi, les jeunes étaient contents, mais pas que les jeunes. C'est-à-dire que les dirigeants, c'est ce format application où chacun peut reprendre la présentation quand il veut, quand il en a besoin. Et on s'est rendu compte que ça plaisait énormément aussi aux dirigeants, parce que de temps en temps, ils y allaient, ne serait-ce Tout le que pour monde se aime jouer en rafraîchir. plus. La Exactement. gamification, tout le monde aime Voilà. jouer. Donc, Donc, je suis pas, voilà, dans le digital, il faut faire attention, mais autant sur ces sujets-là, je pense que ça nous permet de faire des choses qui n'étaient pas disponibles, ne serait-ce qu'à 15 ou 20 mhm. ans, sans dire d'en mettre partout. Il y a des vraies réflexions qu'on peut se poser sur la façon de former, notamment sur la partie théorique. Très bien. Alors, nous, on le voit en effet aussi de manière assez forte. Le seul risque que l'on voit des fois, c'est en effet quand on demande en effet que ces capsules soient faites avant, c'est qu'on se retrouve des fois en présentiel avec 4-5 personnes qui ne les ont pas faites. Et du coup, tu te retrouves des fois un peu au milieu du guet à dire, bon, pour ceux qui l'ont pas fait, on va quand même vous rappeler un peu ce que c'est. Et du coup, ceux qui l'ont fait, ils se disent, bah, je repère du temps. Donc, il faut vraiment garantir vraiment que toutes les personnes ont bien fait vraiment toutes ces petites capsules e-learning avant pour pas perdre de temps. Voilà. C'est juste cette petite rigueur qu'il faut avoir Alors, dans les parcours, hein. Ouais. Tu sais ce qu'on a fait, nous, pour Ouais. éviter ça? On a, en fait, là, on s'attendait à ça. Donc, on a fait une petite auto-évaluation au début qui était super rapide. Et en fait, Pour voir s'ils maîtrisaient bien. Ouais. voilà. Et en fait, la première fois, il y en a deux, trois, effectivement, qui ne l'avaient pas faite, qui étaient tellement gênés que le bouche à oreille a bien fonctionné et que du coup, à chaque fois, systématiquement, Ils venaient, ils avaient révisé avant. les gens, et puis en plus, il n'y avait pas d'excuses parce que les gens qui l'avaient fait disaient, ah, t'as pas d'excuses parce que ça dure 5 minutes. Donc en fait, ça nous a évité et ça a duré une fois et après, à chaque fois, les gens jouaient le jeu. On a trouvé des petits Ça s'est artifices comme ajusté. ça. Très bien. Et puis en plus, maintenant, c'est vrai que dans les systèmes e-learning, on sait savoir Ouais. si les personnes l'ont fait, l'ont pas fait. Bon, sur les fournisseurs, ça s'améliore pas hein, sur l'accompagnement des fournisseurs. On voit qu'il y a quand même 70% des entreprises qui n'accompagnent pas leurs fournisseurs. C'est un chiffre qui augmente. Alors c'est vrai que on sait pourtant que pas mal de blocages ou d'entreprises qui sont encore bloquées par la supply chain hein, et par des fois la capacité des fournisseurs à suivre. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans des périodes comme ça un peu compliquées, où on est tendu sur les coûts, ces démarches de développement fournisseur sont aussi chères. Et donc, on peut comprendre qu'on accompagne peut-être moins ces fournisseurs. En tout cas, c'est des vrais enjeux. Alors, il y a des entreprises qui le font quand même, bien sûr, heureusement, celles qui ont des vraies tensions sur la supply. Mais on voit que c'est pas quelque chose de vraiment régulier et vraiment déployé partout. Alors, concernant les domaines du ligne qui seront encore plus importants demain, le top 3 ne bouge pas. On a toujours la résolution de problèmes. Et ça, je crois que depuis le début du baromètre, ça a toujours été le numéro 1. C'est-à-dire, il faut continuer à déployer les compétences sur les résolutions de problèmes. Il faut continuer à travailler sur les standards et sur la formation des collaborateurs. Et il faut continuer à travailler sur la gestion des routines. Ce top 3, c'est rien d'autre que les back to basics, dont on a parlé tout à l'heure, les fondamentaux. Donc, revenir sur vraiment ces fondamentaux qui sont de savoir résoudre un problème, de bien former ses équipes et puis d'animer quand même la performance au quotidien. Oscar, est-ce que tu partages ce top 3 ? Oui, je le partage et c'est exactement sur quoi on est centré actuellement, plus le numéro 4 aussi, flux et stock. Donc, l'entreprise a lancé un énorme programme pour faire en sorte que la résolution de problèmes ne soit pas uniquement le fait de l'industrie, mais aussi de l'ingénierie, des programmes et d'ailleurs des achats. Donc en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour qu'on puisse décloisonner aussi l'entreprise. C'est-à-dire qu'on parle tous la même langue et qu'on soit capable de tous travailler ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Et après, là où on a un petit peu plus de mal, c'est que tous les strates
de l'organisation donne l'importance qu'il faut à la résolution de problèmes pour être sûr que les gens qui font au quotidien se sentent supportés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille encore, et c'est pour ça qu'on insiste pas mal sur la gestion des routines et le management et la formation du management. Donc en réalité, tout est lié. Oui, puisque quand on va parler de résolution de problèmes, on va parler aussi de standards. Est-ce que les standards existent ou pas? Et Exactement. on va les animer en effet avec les différentes routines. Pour ceux qui étaient avec nous lors d'un masterclass qu'on avait fait au mois de novembre de mémoire, qui était consacré à la résolution de problèmes, on avait beaucoup insisté sur ce côté rituel autour de la résolution de problèmes, et on avait dit s'il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de résolution de problème en fait. Il faut vraiment ritualiser cela. On avait parlé notamment de QRQC à l'époque aussi pas mal. Merci beaucoup Oscar. Alors 2 questions après sur plus liées à la frugalité et à l'environnement. Et c'est Karine après qui nous débriefera ça. À la question, le lean est-il une réponse aux enjeux de frugalité? Oui, bien sûr, et toujours dominant, même s'il y a une baisse. Mais on reconnaît le lean quand même pour ses bénéfices économiques, mais aussi sur l'impact, bien sûr, sur l'environnement. Qui dit élimination de gaspillage, c'est aussi moins d'émissions de CO2, c'est de la réduction des déchets et autres. Et on a la même chose pratiquement sur la question est-ce que le lean est une réponse aux enjeux environnementaux? On a pratiquement les mêmes chiffres. Donc le lien lean-environnement est vraiment reconnu, même si c'est vrai qu'on communique pas forcément toujours beaucoup là-dessus, sur l'impact du lean sur la partie environnementale. Est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus, Karine? Oui, déjà les chiffres sont élevés, donc c'est un bon signe. On est quand même sur une démarche, quand on part du client et qu'on élimine la non-valeur ajoutée, on est sur une démarche d'élimination des gaspillages. Donc du coup, même si c'est vrai qu'à la base, le lean n'était pas là pour spécifiquement, et c'est pas comme ça qu'il est né, il répond par les gaspillages, ça concerne la consommation d'énergie, d'eau, etc. Donc aujourd'hui, on l'applique aussi facilement à ses besoins, d'autant plus que dans le lean, il y a quand même ce qu'on appelle les karakuri, l'automatisation sans source d'énergie, qui existe depuis très très longtemps, que les entreprises ont tendance un petit peu à oublier en mettant des automatisations qui coûtent cher et qui ne sont pas flexibles. Donc on est quand même d'un point de vue environnemental dans cette frugalité-là. Puis le gaspillage, parce que quand on parle des enjeux RSE, il n'y a pas que l'environnement, on est quand même dans le lean, dans les éliminations de tout ce qui est gaspillage pour les personnes aussi. Donc les tâches pénibles, celles qui servent à rien, qui n'ont pas de sens. Donc on est typiquement au cœur des enjeux. Donc oui, pour moi, c'est vraiment un sujet de base, ne pas oublier les vieilles recettes qui marchent et qui contribuent à la frugalité, aux enjeux sociétaux et environnementaux, et le lean en fait partie, en tout cas. Tout à fait. Et de faire du lean, donc ça impacte sur les améliorations environnementaux. Ce que je peux rajouter peut-être aussi, c'est un directeur d'excellence opérationnelle d'un grand groupe qui me disait ça. Il me disait que le travail dans les usines, proprement dit, a globalement été fait déjà en partie, c'est-à-dire que tout ce qui est un peu élimination des gaspillages, etc., il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites, bien sûr avec des niveaux de maturité très différents suivant les sites, mais que le vrai travail, les gains les plus importants qui devaient être faits maintenant, c'est vraiment sur l'intersite en fait. Et c'est vraiment au niveau global en fait. Très bien. Alors à la question sur usine 4.0, est-ce que les projets d'investissement sont freinés ou pas? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une détente quand même sur ça. Il y a eu des tensions à un moment donné pendant le post-Covid, où on avait on avait levé un peu le pied sur les projets 4.0, usine du futur. Là, on sent qu'il y a une détente, c'est-à-dire que vraiment, il y a peut-être des projets 4.0 qui sont relancés de manière peut-être plus sélective, c'est-à-dire qu'on est sorti du côté je fais des POC à tout va pour tester des choses. On se recentre sur des cas d'usage concrets, on est plutôt sur le déploiement d'ailleurs de choses qui fonctionnent. En tout cas, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a une détente sur les projets d'investissement usine sur la partie 4.0. Ça fait le lien d'ailleurs avec la partie digitalisation, où on voit qu'en effet, il y a 66% des entreprises qui ont engagé une démarche, d'accord, que ce soit en cours ou déjà bien en place. Et donc, c'est aussi un chiffre qui s'améliore. Donc, la digitalisation devient une pratique aussi courante du lean. La digitalisation avance. Alors, bien sûr, elle reste conditionnée souvent à la maturité du lead.
Et ça remplace pas le lean, hein. C'est souvent plutôt un accélérateur, un facilitateur ou un catalyseur de lean. Mais on voit aussi que les entreprises qui n'ont pas de la maturité, des fois, c'est pas en digitalisant qu'on l'obtient, cette maturité. Donc, il faut des fois quand même respecter un certain nombre d'étapes, même si certaines entreprises, par la digitalisation, arrivent à créer un cadre finalement et à emmener aussi plus de personnes. D'accord ? Donc, les deux aujourd'hui se tiennent. Concernant les activités à digitaliser en priorité, on retrouve en numéro 1, et ça n'a pas bougé non plus depuis l'année dernière, vraiment tout ce qui va tourner autour du management de la performance, c'est-à-dire les fameux écrans tactiles dans lesquels on voit les indicateurs qui bougent ou qui sont mis à jour un peu tout seuls, et tout ce qui va être aussi suivi de production en temps réel pour pouvoir voir si on est en avance, si on est en retard. Donc ça, il y a aujourd'hui en effet des systèmes qui permettent quand même de digitaliser tout ça de manière assez forte. On voit une progression aussi sur la résolution de problèmes et cette partie QRQC. Et ça, c'est vrai qu'on le voit bien depuis 2-3 ans. Le fait que si on fait beaucoup de résolution de problèmes, ça veut dire qu'on a beaucoup d'actions. Et ces actions, elles sont un peu partout. On ne sait pas où sont tous les plans d'action. On ne sait pas qui doit faire quoi. Et aujourd'hui, il y a aussi quelques outils digitaux qui permettent de recentrer tout ça, de pouvoir de manière instantanée savoir par personne quelles sont les actions en cours, de pouvoir prioriser. Et donc, c'est pas le fait que la résolution de problèmes et le QRQC augmentent dans le classement, c'est pas anodin en effet. Oscar, est-ce que ce top 3, est-ce que tu es aligné avec ça ou est-ce qu'il y a d'autres activités que vous essayez de digitaliser aujourd'hui ? Oui, je suis aligné avec ça, mais aussi nous, on met l'accent beaucoup sur la VSM digitale. Et en fait, Ouais. sur ça, je voulais partager un petit peu d'expérience sur est-ce que la pratique vient avant de la digitalisation ou l'inverse? Parce qu'on s'est Ouais. beaucoup posé cette question. Et après les expériences qu'on a eues, moi, je suis convaincu que le digital est un catalyseur de la pratique, en fait. C'est que il y a pas mal de choses qui sont un peu tedieuses, qui sont difficiles à faire manuellement. Par exemple, une VSM, plein de post-it, des calculs compliqués. Et dès lors que, en fait, on a mis en place un outil qui permet, en fait, de faire les choses en automatique et surtout de l'actualiser de façon très, très rapide. Instantanément, Instantanément, et tout à fait. Bah, en fait, les gens, ils sont preneurs parce que ils voient bien l'intérêt de l'outil, mais quand c'est difficile à le faire, c'est beaucoup moins intéressant que quand on a des choses beaucoup plus rapidement. Et que, en plus, ce qui est très bien avec le digital, c'est que on accélère la collaboration et le travail en parallèle. ouais. Et donc ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus utiles. Et dans la partie groupe, justement, ça accélère cette collaboration aussi inter-site, des fois, puisque ça permet de partager pouvoir plus échanger. rapidement, d'aller voir. Ouais, Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Oscar. Alors, question sur l'IA maintenant. Est-ce que l'IA, alors ça c'était une question qu'on avait mis l'année dernière, hein, puisqu'il paraît que c'est un sujet à la mode, donc on l'a mis dans le baromètre. L'IA est-elle un accélérateur de vos démarches lean ? Donc là, il y a quand même une nette progression. Vous voyez que là, on était à 22% de gens qui testent, on est aujourd'hui à 33%, donc il y a quand même 10 points. Donc on sent que l'année dernière, on était à presque 60% de gens pour qui ce n'était pas un accélérateur, 40%. Donc ça s'accélère. On a de plus en plus de cas d'usage aussi qui existent. On a beaucoup plus d'exemples. Et parmi ces exemples-là, on vous a demandé aussi aux personnes qui ont répondu au baromètre de nous donner quelques cas d'usage. Donc on a fait la synthèse sur 2 slides. Bien sûr, vous aurez ces slides-là après. Donc on a des cas d'usage. Je vais prendre quand même 1 ou 2 minutes. Il nous reste un quart d'heure, mais on arrive bientôt au terme aussi. Il y a bien sûr des usages autour de la résolution de problèmes. D'accord. On peut aujourd'hui voir que, en posant des questions avec des chatbots ou autres, des fois, l'IA peut commencer à nous donner des pistes sur les résolutions de problèmes en s'appuyant sur la capitalisation des résolutions passées. Bien sûr, tout ce qui va tourner autour de l'analyse des data, la maintenance prédictive et anticiper des diagnostics. D'accord. Une fois que l'IA a tous les modes d'emploi et tous les modes utilisateurs, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de lui dire « j'ai un problème sur telle machine, j'ai déjà fait ça, quelles sont les prochaines étapes ?» C'est assez redoutable là-dessus. Bien sûr, tout ce qui va être contrôle qualité, contrôle vision, ça aussi, c'est des choses que l'IA commence à très bien savoir faire avec des comparaisons d'images et de pouvoir se prononcer sur des problèmes de qualité, par exemple.
tout ce qui va être documentation, reporting, faire des synthèses, des comptes rendus. Toute la partie recherche documentaire aussi, qui est un vrai sujet. Donc là, ça permet d'accéder rapidement à des normes, à des procédures ou à des dossiers. Tout ce qui va toucher aux formations. Aujourd'hui, on voit la force de l'IA. Vous lui donnez 150 slides, vous lui demandez de faire un quiz. En 30 secondes, vous avez un quiz sur les 150 slides. Alors bien sûr, il faut toujours avoir l'œil derrière parce que l'IA n'est pas encore parfaite et elle a encore quelques hallucinations de temps en temps, mais elle peut faire gagner du temps. Alors bien sûr, tout ce qui est automatisation de tâches aussi, bureautique, aussi tout ce qui va être organisation lean, amélioration continue. On a parlé de VSM tout à l'heure. Ça peut être aussi autour de l'animation de chantier, la partie lean administration, la simplification de processus. On peut lui dire, ben voilà mon processus, qu'est-ce que tu dirais quelles sont les actions que tu vois pour pouvoir les améliorer. Ça reste toujours comme une aide, hein. Il ne faut pas que ce soit, tiens, j'ai fait un copier-coller et ça devient le nouveau processus. Mais ça peut faire gagner en effet du temps et de l'aide à la décision. Comme on l'a mis aussi dans le dernier point avec des chatbots et autres. Karine, est-ce que sur cette partie IA, tu as envie de dire quelque chose? Comment tu vois venir ça? Alors, deux choses. La première, c'est j'étais surprise qu'il y ait quand même 2% des gens qui aient une pratique complètement ancrée de l'IA, parce que l'IA est une sous-partie du digital, mais même Toyota n'a pas ancré l'IA dans ses processus. Donc, chapeau pour ceux qui y sont parvenus aujourd'hui, dans ceux qui t'ont répondu. Moi, sur ce sujet-là, je pense que c'est comme quand on a parlé du lean ou du digital en son temps, il faut qu'on soit pragmatique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Quoi? Moi, j'ai vu au niveau de mon entreprise, il y a plein de gens, c'était une vraie choucroute. Les gens ne savaient pas ce que c'était que du machine learning, du deep learning, du GenAI. Donc, il y a un vrai sujet déjà de savoir ce qu'on peut faire, c'est quoi les capacités de l'IA avant de tester des choses. En fait, en tout cas, c'est comme ça que nous, on a intégré les premières solutions. Et alors, moi, je vais en partager une qui n'était pas dans ta liste parce que je pense que l'IA, il y a tout ce qu'on a vu, c'était plein de sujets d'optimisation de processus, mais l'IA, ça permet aussi de définir des nouveaux produits ou des nouveaux services. Et donc, par exemple, chez Target, nous, on a répondu à un besoin des designers à l'époque, qui était de faire des designs, on va dire, un peu innovants de revêtement de sol que la concurrence ne faisait pas. Et en fait, pour ce faire, en général, comment tu fais du revêtement de sol? Tu prends du marbre, tu scannes, donc ça coûte de l'argent, du bois, du marbre, que tu scannes, et puis après, tu crées des images. Donc en fait, nos designers nous ont mis un sujet et on a répondu en faisant un GenAI, mais pas un GenAI sur étagère, un GenAI maison, c'est-à-dire on a développé ça avec un laboratoire universitaire et on a développé une application qui permettait quand tu récupérais des images, de créer une troisième image qui était évidemment retravaillée par les designers, mais qui était complètement révolutionnaire. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est on a répondu à nos designers qui avaient un besoin de service. Et ça, c'est parce que j'avais ce côté R&D, mais que j'avais aussi la personne qui s'occupait du digital, s'occupait de l'excellence opérationnelle. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a adressé son besoin de cette façon-là. Et le deuxième sujet que j'ai trouvé intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on a maîtrisé nos datas. Parce qu'en fait, quand on fait GenAI, il faut quand même se rappeler que les gens qui sont responsables de la propriété intellectuelle, c'est les utilisateurs. C'est pas ni ChatGPT, ni Mistral. Et en faisant ça, on s'est créé une banque d'images qui était libre de droit, ou en tout cas, il y avait soit nos images à nous sur lesquelles on avait scanné de la matière sur lesquelles, du coup, on avait nos propres droits, soit on a bien vérifié que pour créer ces nouveaux revêtements de sol, on avait bien du droit à l'image qui était respecté. Donc du coup, non seulement on a répondu à un besoin de service, mais en ayant bien pris dans l'ordre pourquoi, quoi et qu'est-ce qu'on a fait. Et en fait, on a géré les données et on a une base de données d'images qui est complètement maîtrisée. C'est-à-dire que du coup, la donnée d'image, la base de données est saine pour créer. Et c'est quand même un élément important quand on fait de l'IA, quoi. C'est un autre cas d'usage, tout à fait. Voilà, exactement, que je voulais partager. Merci, Karine. Oscar, alors peut-être juste avant de passer la parole à Oscar, si vous avez quelques questions, il va nous rester 10 minutes. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Grégory, qui nous écoute, fera une synthèse et choisira peut-être 2 ou 3 questions. Oscar, par rapport à cette partie IA sur la digitalisation, tu t'es déjà prononcé. Sur la partie IA, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, sur la partie IA, en fait, nous, on a pas mal, enfin, depuis pas mal de temps, on utilise de l'IA dans les process de fabrication, notamment pour les checks qualité, hein, tu l'as mentionné tout à l'heure. Et ça nous permet, en fait, de faire des choses à travers une caméra et une photothèque normale. On ne serait pas capable de faire. Mais maintenant, on est en train de rentrer, je dirais, dans l'IA pour les fonctions. Et en fait, ça, c'est quelque chose que l'on voit avec beaucoup d'enthousiasme, je dirais, parce que les gens qui faisaient des choses un peu répétitives se disent qu'ils vont pouvoir centrer sur la vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, par exemple, nous, on répond à des appels d'offres, et en fait, quand vous faites une réponse d'appel d'offres, je dirais, sur les 20 pages que vous donnez, en fait, c'est pas qu'il y en ait 15 qui sont des copier-coller, mais 15 sont à peu près standards qui viennent chercher pas mal de choses à droite et à gauche. Et les gens doivent se centrer maintenant en fait sur les 5 pages qui font en fait le nerf de la guerre. Et donc du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'être sûr que on se trompe pas. Parce qu'il y a la machine qui vient chercher. Après, je suis convaincu, enfin, je suis bien conscient que il y a encore pas mal d'hallucinations derrière, donc c'est pour ça que l'homme sera toujours, enfin, du moins aujourd'hui, nécessaire pour vérifier tout ça, mais c'est une aide précieuse et je dirais que ça nous permet en fait d'être réellement concentré sur notre valeur ajoutée et Pour la sur VR, ouais. l'obtention des résultats, quoi. Et ce n'est que le début en plus, parce que j'imagine que, enfin, on le voit de mois en mois, ces IA s'améliorent. Donc, Exactement. on a encore plein de beaux projets devant nous. Karine ou Oscar, est-ce que par rapport à ce baromètre, est-ce que vous avez envie de retenir, est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a particulièrement étonné, surpris, ou est-ce que vous avez envie d'en tirer, vous, une conclusion, une leçon? Oscar, j'ai vu qu'il y avait des questions qui est arrivées en même temps. Ah, très bien. Enfin oui, pour moi c'est le back to basic. Enfin, dans que je On retiens et revienne qui toujours sur ce standard. exactement. Alors, j'en vois une qui est Oshin plus IA pour Lesson Learn, c'est ça? Alors, Greg, ouais, une question sur le Tout à fait, Oshin. ouais, ça vient d'arriver. Donc, c'est Oshin plus IA pour Lesson Learn. Est-ce que Alors, l'IA pourrait faire le Oshin connerie tout seul demain? enfin, moi, Ça serait d'expérience, bien. ce que j'ai déjà vu, c'est qu'il y a des gens qui commençaient à digitaliser, on va dire, les supports qui peuvent être utiles dans le cadre du Oshin. C'est pas ce qu'on fait en premier, mais ça peut être fait. Et qu'évidemment, comme l'IA aide et qu'on y met des données à l'intérieur, on met des données, on peut imaginer qu'à l'avenir, quelqu'un qui a commencé, donc on va dire quelqu'un qui a fait de l'Oshin dans un modèle classique, parce qu'il faut quand même apprendre à le faire en réel, qui a commencé à mettre ses supports, on va dire, de plan stratégique dans une application ou un soft. Bon, là, il faut quand même faire attention quand on y met de la stratégie, il faut Au quand même être data, oui. sûr, voilà, aux data. Ouais. Mais j'ai pas encore vu d'entreprise qui est allée jusque-là. Mais on peut imaginer évidemment que de la même façon que l'IA est utile pour l'analyse, la partie analytique et proposer des choses, je pense qu'il y aurait aussi de la matière quand ce sera le cas. Même les fournisseurs Bien sûr. de software sur ces sujets-là, enfin, de mémoire, ils n'appliquaient pas encore de l'IA. Mais je pense qu'il y a matière à, effectivement. Ah oui, je pense que ça va arriver très vite, oui. Parce qu'à Je partir ne du sais pas moment où on si lui j'ai donne des répondu à la datas, question. Je sais pas si j'ai répondu à la ouais, question de Nicolas, mais en tout cas. ouais. Est-ce qu'il y a des cas d'usage déjà là-dessus? Mm, En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, à partir du moment où on lui donnera les données, il pourra nous faire les paretos des causes et des organisations et peut-être même proposer des choses demain. Oui, tout à mm. fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Oui, on a une Grégory? question sur l'évolution de la part du Lean dans les services bureaux administratifs hors prod. Très bonne question. C'est vrai que sur le baromètre de cette année, on a une quinzaine d'entreprises dans les services. On essaiera l'année prochaine peut-être de vraiment séparer peut-être les indicateurs aussi pour pouvoir voir si les tendances sont différentes. Est-ce que là je pose la question peut-être à Karine et Oscar, est-ce que dans les services, dans les fonctions support, vous voyez aussi voir émerger des applications Lean? Alors bien sûr, on connaît nous, et on a d'ailleurs des clients au sein d'Apiline qui déploient le Lean dans des entreprises que ce soit tertiaires, administratives, des entreprises de certification, des entreprises d'IT, etc. On voit que le Lean l'industrie n'a plus le monopole du Lean, hein, bien sûr, et il y a plein d'autres entreprises qui se lancent. Est-ce que vous avez des cas d'usage chez vous, Oscar et Karine? Oui. Chez Thales, on utilise pas mal le Lean en ingénierie pour pouvoir en fait améliorer les processus et aussi la façon comme on vient designer les produits. Tout à fait. Très bien.
Lean Ouais, ouais. Engineering. Ouais, pour moi, pour compléter, juste quand le Lean est un vrai système, de toute façon, il a du sens de s'appliquer partout. Donc la logique, quand on est une entreprise industrielle, a toujours voulu qu'on démarre par les activités où il y avait un flux physique, la fabrication. Mais si on veut avoir, on va dire, toute la performance du système Lean, il y a pas de raison enfin, il y a aucune possibilité de le faire sans qu'on embarque tout le monde, donc les fonctions support y compris. Juste petite coupe d'ailleurs, donc comme vous le savez, avec Happy Lean, on anime des clubs Lean en France, donc un club Lean France qui est composé de directeurs d'excellence opérationnelle d'une vingtaine de groupes, essentiellement sur la partie manufacturing. Et en 2026, nous lançons donc le club Lean Office et Engineering, donc ce qui va permettre aussi à des grands groupes de pouvoir partager sur cette partie, en grand groupe ou pas d'ailleurs, de pouvoir partager aussi sur la partie plutôt Office et ingénierie, R&D. Bref, comment on fait du Lean ailleurs que dans la production. Et j'en profite pour dire que le club Lean Rhône-Alpes et Normandie est également ouvert et donc vous pouvez aussi postuler sur ces deux régions-là. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être une dernière question ou pas, Greg? Tout à fait. Ocean Connery, Rapidement. comment embarquer un COMEX? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour l'intégrer dans la réflexion stratégique? Et puis également une question autour du Six Sigma et de son avenir avec l'IA, de son devenir avec l'IA. Parce que le Six Sigma est mort. Le Lean Six Sigma. Alors, Ocean, comment embarquer le COMEX? En 30 secondes, Karine, est-ce que tu as une baguette magique? En 30 secondes, déjà, il faut que le COMEX il a un problème de stratégie. C'est-à-dire que si pour le COMEX, tout est bon, ils sont super bons, on est tous bons en stratégie, ce qui est rarement le cas, mais il faut savoir poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être changé d'un point de vue définition ou déploiement de la stratégie? Si la réponse est oui, ça, c'est le premier truc et astuce pour amener du Ocean Connery. Ça doit répondre à un besoin. Très bien. Et l'autre question, tu avais dit, Greg, c'était? La question, c'est le Six Sigma. C'est quoi son devenir finalement avec l'IA qui permet de faire beaucoup de choses? Est-ce qu'il y en a qui veulent parler de Six Sigma? En fait, le Six Sigma, on va dire que de la même façon qu'on utilise de l'IA avec des choses de la digitalisation, des cobots ou des robots qui n'utilisaient pas d'IA avant, je pense que le Six Sigma qui manipule des données statistiques, pour moi, c'est complémentaire. C'est comme, on veut dire, ça doit pas remplacer. Quand on fait du Six Sigma, c'est pour des, on va dire, des actions bien spécifiques. Le Six Sigma derrière, on a des bases de données. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas utiliser, quand ça fait du sens, l'IA pour combiner des bases de données qu'on n'aurait pas fait avec le cerveau humain. Donc, j'ai envie de dire que ces combinaisons, est-ce que l'IA peut apporter en plus? On doit pouvoir le retrouver sur des applications Six Sigma, de mon point de vue. Ouais, je pense même que ça va bien sûr accélérer parce que là où des fois l'analyse de data était réservée à des experts et qu'il fallait des formations de statistiques, etc., assez robustes, aujourd'hui, ça s'est rendu carrément plus facile. On lui donne des données et des fois on lui dit qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux me trouver quelques corrélations? Et l'IA va nous aider. Donc c'est vrai que ça va être ça va faciliter l'utilisation des data, en tout cas. Très bien. Je ne sais pas, Oscar, si tu voulais ajouter quelque chose ou pas là-dessus, mais c'est pas obligé. Non. Ouais, très bien. Écoutez, il est 12h30, 12h31. Merci beaucoup. Merci à Karine pour son implication et sa participation. J'ai honte, alors ne me remerciez pas parce que je n'arrive jamais en retard et là, pour une fois, j'étais en retard. T'inquiète. C'est très bien. Merci aussi beaucoup à Oscar Torres donc, pour sa participation aussi et de nous avoir apporté quelques points de vue complémentaires. Et de notre côté, on vous remercie aussi à tous pour avoir répondu au baromètre ou participé avec nous aujourd'hui. Bien entendu, pour ceux qui ont répondu, vous recevrez le PDF de ce baromètre. Et donc, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour un nouveau baromètre, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Un grand merci à tous et je vous souhaite une bonne semaine. Bonne journée à tous. À très bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.